Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet qui n'a pas du tout été traité en France. C'est simple, je n'ai vu absolument aucun article dessus, hormis certains sites plus ou moins amateurs, spécialisés dans la culture coréenne. C'est un énorme scandale qui a éclaté en mars en Corée du Sud. Et même si l'épidémie du coronavirus envahit énormément l'information en Corée du Sud, le sujet est tout de même très présent. Et vu que ça concerne des sujets dont je peux traiter régulièrement sur la chaîne, notamment autour des réseaux sociaux, et qu'en plus en France il n'y a pas ou peu d'informations qui récapitulent toute l'histoire, j'ai trouvé ça important de vous en parler. Avant de continuer, je tenais à vous prévenir que le sujet est plutôt sombre et choquant. Donc si vous êtes une personne sensible, même s'il n'y aura absolument pas d'images de choses choquantes, je préfère vous prévenir. On va donc parler de l'affaire Ensroom. Le 19 mars dernier, un Sud-Coréen surnommé Baska s'est fait arrêter par la police sud-coréenne, suspecté d'être à la tête de production et distribution d'exploitation sexuelle de femmes, y compris des mineurs, sur le réseau social Telegram. Il aurait sexuellement exploité avec d'autres complices au moins 103 femmes, dont 26 adolescentes, d'après les derniers chiffres. Avant de vous décrire toute cette histoire, je vais devoir vous expliquer plusieurs choses pour que vous compreniez mieux l'affaire Ensroom. Déjà pour commencer, ce scandale a éclaté en Corée du Sud. Il faut savoir que la Corée du Sud a une culture différente de la nôtre, et certains problèmes là aussi différents que les nôtres. Pour avoir visité la Corée du Sud, je dirais que la Corée du Sud est un mélange entre le Japon et les États-Unis. Et ce n'est pas étonnant vu l'histoire du pays, avec l'invasion du Japon au début du XXe siècle, et la séparation de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, avec l'occupation américaine au Sud. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut difficilement comparer notre quotidien, notre culture, nos vies, à celle de la Corée du Sud. Par exemple, vous saviez peut-être pas que l'âge des Coréens est différent. Contrairement à nous, ils comptent le temps dans le ventre avant l'accouchement pour avoir leur âge. Ce qui fait qu'ils ont globalement un an de plus que leur date de naissance et donc un an de plus que nous, vu qu'ils arrondissent les 9 mois de grossesse en un an. C'est pour ça qu'ils ont un âge coréen et un âge international. Et une des choses qu'il faut savoir sur la société en Corée du Sud, c'est que la pression de la femme en société est encore plus importante et forte qu'en Europe. Le paraître est très important au point où il est fréquent que les jeunes se voient offrir de la chirurgie esthétique à leurs 18 ans, comme les yeux, le nez, ainsi que la poitrine pour les femmes. J'ai notamment vu beaucoup de publicités pour de la chirurgie esthétique pendant mon voyage, surtout dans le quartier de Gangnam. Et les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore plus grandes qu'en France. On peut même parler de misogynie encore plus présente, même si depuis quelques années tout ça change petit à petit grâce notamment à différentes affaires qui amènent le débat dans la population comme le phénomène MeToo et Balance ton porc. Deux choses aussi à savoir sur la Corée du Sud, c'est que les sites pornographiques sont interdits et que la drogue est quelque chose de bien plus prohibé en Corée du Sud qu'en France. Une des choses qui a poussé de nombreuses femmes à manifester en Corée du Sud a été le phénomène du molka. Le molka consiste à filmer à l'insu des femmes des moments intimes, en général dans des lieux privés comme des toilettes, des chambres d'hôtel, des cabines d'essayage ou filmer sous les robes des femmes dans la rue. Ces employés de la mairie sont en mission dans ces toilettes pour femmes. Armées de capteurs électriques et de miroirs, elles fouillent chaque recoin. L'objectif ? Trouver des caméras espions dissimulées à des fins voyeuristes. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé de caméras cachées. Mais nos recherches ont aussi pour but de dissuader des gens mal intentionnés de venir poser des caméras d'espionnage. Ce qu'on fait, c'est aussi un travail de prévention. C'est pour cela d'ailleurs que les téléphones en Corée du Sud émettent un signal sonore quand quelqu'un prend une photo, qu'il soit en silencieux ou non. Tout ça pour éviter qu'une photo soit prise à l'insu de quelqu'un. Ce phénomène du molka est très important en Corée du Sud, au point où des affiches sont présentes dans les rues pour vous inviter à faire attention aux caméras dissimulées. Le contenu enregistré par ces caméras sont ensuite partagés sur différents sites pornographiques, comme notamment le site Soranet, qui était l'un des plus grands sites pornographiques autour du molka, où des milliers de vidéos volées à l'insu de femmes étaient postées tous les jours. Le site a depuis été fermé. Deux hommes ont par exemple été arrêtés pour avoir diffusé en direct sur internet des vidéos enregistrées dans des chambres d'hôtel. Plus de 1600 personnes différentes apparaissent sur les images filmées dans les 42 chambres de 30 hôtels différents. Les mini-caméras étaient installées dans les télévisions, sèche-cheveux et prises électriques. Environ 800 vidéos de couples ont ainsi été diffusées entre novembre 2018 et mars 2019 sur un site internet comptant plus de 4000 abonnés. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose de malheureusement très commun de partager des vidéos à caractère sexuel à l'insu des femmes. Différents scandales autour de ça ont éclaté ces dernières années en Corée du Sud, comme l'affaire du Burning Sun, une boîte de nuit célèbre à Séoul où un réseau de prostitution ainsi qu'un trafic de drogue a été découvert. Des femmes étaient droguées volontairement puis violées, ainsi que des personnalités célèbres du monde de la K-pop comme certains du groupe Big Bang, qui se sont échangés des photos et vidéos de violences ou d'agressions sexuelles sur des femmes droguées ou en état d'ébriété, sans que celles-ci soient consentantes. Tout ça vous montre les différents problèmes de société très importants en Corée du Sud. Après ces quelques remises en contexte, on va revenir sur l'affaire Ensroom. L'histoire a commencé en 2018 où un homme surnommé God avait commencé une chasse à l'esclavage sexuel. Son mode d'opération était qu'il recherchait sur différents réseaux sociaux, mais surtout sur Twitter, certains profils de femmes, notamment celles qui faisaient ce que l'on appelle l'iltaguer, le fait de poster des photos à caractère sexuel de sa propre initiative publiquement, mais en général de façon anonyme. Ce God contactait ces jeunes femmes en se faisant passer pour quelqu'un de la police en demandant leurs infos personnelles
personnelles comme leur numéro d'identité, leur numéro de téléphone, leur adresse, leur mail, nom et prénom, etc. Et disant que c'était dans le cadre d'une enquête policière. Ils pouvaient aussi envoyer un lien de phishing pour que les femmes entrent leurs données et les récupérer par la suite, en prétextant par exemple que leurs photos intimes ont été diffusées et qu'il fallait se connecter pour rendre leur compte plus sûr et donc rentrer leur info personnelle pour sécuriser leur compte. Bref, divers moyens qu'on appelle hacking social qui visent à manipuler une victime pour leur soutirer des informations. Par la suite, quand ils ont leur information, la partie manipulation et chantage rentre en jeu. Ils commencent par leur dire que s'ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils vont diffuser toutes leurs photos intimes à leurs proches, ou bien qu'ils ont leur adresse pour venir l'agresser, voire même l'adresse de leurs proches pour leur faire du mal. Et vous vous doutez bien que dans une société où la pression sur la femme est encore plus grande qu'en France, une photo ou vidéo dénudée diffusée à ses proches est un coup de pression assez conséquent pour les faire craquer. Ils commencent par leur dire que cette sorte d'accord entre eux, c'est l'histoire de quelques jours ou une semaine, et qu'après ils les laisseront tranquilles. Sauf que c'est là où le piège se renferme, vu qu'ils auront encore plus de moyens de pression sur les victimes. Les victimes doivent leur envoyer des vidéos et photos allant de la photo dénudée jusqu'à des choses complètement horribles comme de la scarification en leur demandant de s'écrire à la lame sur leur corps le mot esclave ou encore de manger ses excréments. Et d'autres choses tout aussi horribles voire pire par la suite. Les femmes qui voulaient résister ont eu leurs infos personnelles comme leur adresse ou leur école diffusées dans les différentes rooms pour qu'ensuite les personnes des rooms allaient voir directement les femmes et les violer en filmant leur viol pour ensuite les diffuser sur la room. Tout ça pour empêcher les autres victimes de résister et en plus de ça d'avoir du nouveau contenu payant dans ces rooms. GodGod a créé sur Telegram qui est un réseau social très ressemblant à l'application Kik dont j'ai parlé dans une vidéo sur TikTok. L'application Telegram est connue pour son anonymat et notamment le fait que les discussions sont cryptées pour garantir une confidentialité quasi totale. C'est pour cela d'ailleurs que ce réseau social est très prisé par les criminels sur internet. On peut y créer des rooms qui sont accessibles par un lien. Au début, d'après les informations que l'on a actuellement, il y avait environ 8 rooms différentes, d'où le nom de Ens Room pour énième salle, vu qu'il y a eu beaucoup de rooms créés avec une sorte de spécialisation par room. Mais au final, on parle de centaines de rooms qui ont été créés. Il y avait beaucoup de rooms gratuites, mais aussi beaucoup de rooms payants. Ça pouvait aller de la centaine d'euros jusqu'à plus de 1000 euros pour certaines rooms. Sauf que pour ces dernières, il ne fallait pas être un simple spectateur, mais être aussi acteur de la room en proposant soit des vidéos et ou photos volées, ou bien des informations privées sur des femmes. Pour entrer dans certaines rooms, il fallait aussi envoyer ses parties génitales pour prouver que l'on n'était pas une femme. Certains pensent qu'après la fermeture du site Soranet, les personnes se sont réfugiées sur ces rooms pour continuer à assouvir leurs fantasmes. Mais la partie la plus choquante dans cette histoire se trouve dans ces rooms payantes, avec notamment le type de vidéos qui étaient partagées mais surtout commandées et réalisées par les différents acteurs de ces rooms. Alors tenez-vous bien parce que je trouve ça complètement fou tellement c'est horrible et même difficile à croire, mais on parle de vidéos où il y a de la scarification, des viols organisés et filmés par les personnes de ces rooms, des vidéos où les mamelons des femmes sont coupés, des lames de ciseaux insérées dans le vagin, des femmes forcées à manger leurs excréments ou encore boire l'eau des toilettes. C'est totalement horrible et inhumain et pourtant c'est ce genre de vidéos qui étaient partagées dans ces rooms payants. Et on parle aussi de mineurs dans ces femmes abusées sexuellement qui devaient réaliser ce genre de choses. Des enfants en école élémentaire. Actuellement sur les 103 victimes, 26 seraient mineurs. Et ce n'était pas un phénomène de niche. Les estimations actuelles parlent de plus de 260 000 personnes membres de ces rooms et actuellement plus de 15 000 personnes auraient payé pour entrer dans les salles beaucoup plus violentes. Une room avait notamment le nom de Loli pour le partage de photos et vidéos d'enfants. Des enfants rampant par terre avec des zooms sur leurs organes génitaux. Et les deux journalistes qui s'étaient infiltrés pensent que certaines de ces vidéos ont été tournées par des membres de la famille des jeunes enfants. Et ce n'étaient pas des vidéos partagées par obligation ou menace, mais par leur propre volonté pour ensuite pouvoir accéder à des rooms plus violentes. Ces journalistes estiment à environ la moitié de présence étrangère dans ces rooms. Ce n'est donc pas exclusif à la Corée du Sud. Les participants de ces rooms qui partageaient notamment des vidéos choquantes étaient considérés comme des héros. Il n'y avait aucune remise en question sur le contenu qu'ils pouvaient partager. Un des noms qui revient dans cette affaire en dehors de GodGod et Baska, c'est celui de Watchman, qui a notamment dirigé une room du nom de Goddamn Room, où il y aurait plus de 10 000 vidéos de pornographie violente, comme le viol par exemple, ainsi que des centaines de vidéos pédopornographiques. Il a depuis été arrêté, on ne connaît pas encore son identité, hormis le fait qu'il a 38 ans. Le nom de Pacific Ocean revient aussi. Cette personne serait un homme de seulement 16 ans, qui aurait dirigé des rooms depuis plus d'un an, en ayant vendu entre 8 000 et 10 000 vidéos. Un jeune militaire sud-coréen a aussi été arrêté en tant que manager de ces rooms. Suite à une enquête de 2 femmes en école de journalistes sous le pseudo de Team Flame, la police a arrêté l'une des personnes à la tête de ce réseau surnommé Baska, qui veut dire docteur en coréen. Suite au scandale de cette affaire, une pétition a réuni plus de 5 millions de signatures pour dévoiler le nom de ce Baska, qui a finalement été dévoilé au grand public. Il s'appelle Cho Jo-bin et a 25 ans. Il a commencé à être acteur puis superviseur des rooms en 2018. C'est notamment lui qui a développé ce véritable business macabre. Il était diplômé à Ina Technical College en tant que major de promo en information et communication. Il avait une telle passion pour l'écriture qu'il a travaillé pour le journal de son école et est devenu rédacteur en chef. Il a même ironiquement écrit un article sur la prévention autour des violences sexuelles. Globalement, c'était un élève calme et studieux, mais il a été rapporté qu'il ne s'entendait pas avec ses pairs
en voulant notamment en faire qu'à sa tête. Mais hormis cela, il n'a jamais été impliqué dans des problèmes liés à l'agression sexuelle. Tout ça a beaucoup déstabilisé la population. Un jeune de Séoul sans aucun problème, ni casier judiciaire, quelqu'un entre guillemets comme tout le monde. Et pourtant ses crimes sont absolument horribles. Au moment de sa révélation, il a déclaré ceci à la presse. Merci d'avoir mis un terme à cette vie démoniaque que je vivais et que je ne pouvais plus arrêter. Il a aussi précisé qu'il ne conseillerait à aucun avocat de prendre sa défense dans cette affaire, même si paradoxalement il a souhaité en avoir un. Il aurait aussi eu des complices au sein des services sociaux ainsi que des détectives privés pour récolter un maximum d'informations privées sur ses victimes, et notamment de célébrités sud-coréennes dans la K-pop pour ensuite les diffuser dans les différentes rooms. On ne sait pas réellement s'il avait de réelles photos dénudées de ces célébrités, car il a plusieurs fois mélangé le vrai et le faux, avec notamment le fait d'avoir réellement des informations personnelles, comme leur adresse par exemple. Pour fournir du contenu pornographique autour de ces célébrités, il a produit ce que l'on appelle des deepfakes. Le deepfake, c'est une technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle. Elle sert à superposer des fichiers audio et vidéo existants sur d'autres vidéos, et elle est malheureusement utilisée pour ajouter un visage d'une personne sur une autre personne dans un film pornographique. Concrètement, cela veut dire qu'on peut actuellement réaliser des vidéos pornographiques extrêmement réalistes en incorporant votre visage pour donner l'illusion que c'est réellement vous sur la vidéo. Et Cho Jo-bin faisait réaliser ce genre de vidéos par des professionnels en ajoutant le visage de femmes de stars de K-pop. L'affaire Handsroom a même fait des échos en Chine, où les autorités chinoises ont découvert là aussi un réseau similaire sur des sites où l'on pouvait payer de 4$ jusqu'à 420$ pour avoir accès à du contenu très violent et ou pédopornographique. Une pétition a été lancée en Corée du Sud pour dévoiler tous les noms des personnes ayant été dans les différentes rooms. Elle a actuellement recueilli plus de 2 millions de signatures. Le problème dans cette histoire se situe dans la pénalisation de ce genre de crimes sexuels en Corée du Sud. Les différents crimes sexuels ont des peines très légères. Par exemple, un Sud-Coréen de 23 ans qui était à la tête d'un des plus gros sites pédopornographiques avec plus de 250 000 vidéos et plusieurs téraoctets de contenu pédoporno disponible sur le Darknet a été condamné à seulement 18 mois de prison. La loi sud-coréenne en ce qui concerne les agressions sexuelles a énormément de retard. Comme par exemple au niveau du viol, où la femme pour avoir sa plainte acceptée doit avoir résisté au viol, car le viol est défini comme résultant de la violence ou de l'intimidation, plutôt que de l'absence du consentement, ce qui amène malheureusement énormément de victimes à garder le silence ou se voir refuser une plainte. Voire pire, recevoir, après la plainte refusée, une plainte pour diffamation de la part de son agresseur. C'est pour cela que l'affaire Handsroom est un énorme scandale et inquiète la population, surtout chez les femmes, au niveau des peines encourues par ceux qui ont organisé les différentes rooms, ou même les consommateurs. Dans tous les cas, l'enquête n'est qu'à ses débuts et plus d'une centaine de personnes ont déjà été arrêtées par la police sud-coréenne. L'affaire est loin d'être terminée. Certaines personnes pensent même que des célébrités ou des hommes politiques pourraient être liés à ces différentes rooms. J'essaierai de vous tenir au courant s'il y a du nouveau sur mon Twitter ou mon Instagram. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine, bon courage, restez chez vous. Ciao tout le monde.